les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous êtes prêts à entendre, à écouter avec attention tout ce que je vais vous raconter dans cette masterclass. Ça vaut de l'or, ça vaut de l'or. Préparez-vous, installez-vous confortablement, les oreilles aux aguets, prenez-vous une boisson chaude ou un cocktail de je ne sais quoi, de quoi écrire, papier, stylo. Voilà, préparez-vous, installez-vous, on va démarrer. Je vais vous donner le programme, je vais vous indiquer le programme. Donc, j'ai choisi de diviser ça en 23 chapitres. Après, je ne sais pas si je vais vraiment faire 23 chapitres, mais a priori, j'ai plein de trucs à vous dire sur comment écrire son roman, l'auto-éditer et le vendre. Donc, on va parler de la partie production. On va parler de la partie comment mettre en forme et puis le mettre sur une plateforme. Donc, je vous parlerai de la plateforme Amazon parce que c'est celle que je connais le mieux. J'ai utilisé à une époque la plateforme lulu.com que je n'utilise plus actuellement. Donc, je ne vais pas vous parler de lulu.com. Amazon, c'est le plus simple. Ça ne coûte pas d'argent. Voilà, donc je vous parlerai d'Amazon. Après, oui, il y a tout le côté éthique. J'en ai parlé dans une vidéo de ce côté éthique. Donc après, chacun fait comme il sent par rapport à son âme, par rapport à ses valeurs. Hein. Chacun fait comme il sent. Donc il y a plein de plateformes d'auto-édition. Donc à vous de voir en fonction de ce qui vous convient le plus. Donc, nous allons parler de l'idée, nous allons parler de la trame, de la rédaction, des recherches à faire, du style, des dialogues, de la taille des paragraphes, de comment planifier votre temps, de comment vous donner de bonnes habitudes, du fait de ne pas croire en l'inspiration, mais de croire aux habitudes. On va parler de comment aller au bout du premier jet, comment tenir bon malgré le découragement. On va parler de la relecture, on va parler de la correction, on va parler de tout ce qui est autour de l'auto-édition d'un roman. Are you ready? C'est parti! Alors, c'est parti, mon kiki. Premièrement, on va parler de l'idée. L'idée. Vous avez une idée de roman qui peut venir de n'importe où, de votre vécu, qui peut venir d'une idée soufflée par un ami, par un film. L'idée, ça peut vous paraître être une idée super originale parce que vous vous dites qu'il faut absolument faire dans l'originalité, mais ça peut être aussi une inspiration d'un film ou d'un livre que vous avez déjà lu et vous vous dites j'ai beaucoup aimé ce livre ou ce film, mais si c'était moi qui écrivais le scénario, c'était moi qui l'écrivais, je ne ferais pas comme ça. Donc, vous pouvez reprendre une idée qui existe déjà, ou même un livre que vous avez aimé et l'écrire à votre façon. Hein, c'est pas du plagiat dans ce cas-là. Hein, c'est vraiment une réécriture. Hein, vous pouvez penser à toutes les histoires qui ont été écrites à partir de Harry Potter. Voilà, donc il y a Harry Potter qui s'inspire certainement lui aussi. J'ai pas trop fouillé l'histoire de comment J.K. Rowling a eu cette idée du sorcier, mais voilà, il y a plein d'auteurs qui se sont inspirés d'Harry Potter, donc Harry Potter au féminin, Harry Potter détective, enfin je sais pas, mais voilà. Donc on décline. Donc il y a une idée de base, et puis à partir de cette idée-là, on va nous-mêmes mettre notre inspiration. C'est pas tant l'idée qui est importante finalement, c'est la façon dont vous allez la traiter. Vous n'avez qu'à vous rappeler, par exemple, quand on donne une rédaction à faire, le prof te donne par exemple un texte, et puis il te dit continuez le texte. Il y a 30 élèves dans la classe, il y a 30 façons différentes de continuer le texte. Donc c'est ça. L'idée, ça va être
c'est pas le fait que l'idée doit être absolument originale. L'originalité, c'est vous. L'originalité, c'est vous, parce qu'on est chacun différent, on a chacun notre vécu, on a chacun notre histoire, on a chacun les livres qu'on a aimés, les livres qu'on n'a pas aimés, on a chacun notre façon de manier les mots qui fait qu'on a un style. Voilà, si on s'accroche et si on est vraiment dans une recherche individuelle de notre façon d'écrire, eh ben on va développer un style, une façon d'écrire qui nous est personnelle, une façon de traiter les sujets qui nous est personnelle, avec notre vécu, avec nos sensations, avec nos impressions. Par exemple, vous pouvez adorer décrire les paysages, alors qu'il y a d'autres auteurs comme moi qui aiment pas particulièrement ça ou qui sont pas particulièrement doués pour ça. Donc ça peut être votre truc de vous attacher. Je pense à ce livre My Absolute Darling. J'ai plus le nom de l'auteur en tête. Auquel on a reproché justement de faire plein d'arrêts sur la nature, sur la description de la nature, la description de la faune, dans un texte qui était particulièrement dur et violent. Et c'est vrai que des fois, enfin moi je l'ai lu et des fois j'étais un peu déroutée par cette façon de procéder. Et voilà, c'est la façon dont il a choisi qu'il a choisi de faire. Et puis, ben voilà, il montre peut-être que ce sont des connaissances qu'il avait, ou alors c'est des choses qu'il est allé chercher parce qu'il avait envie que le déroulé du récit soit ponctué par ces instants-là, par ces instants de description. Je ne sais pas. Et voilà, c'est juste pour vous dire que l'idée, elle est là, ok ? L'idée, elle est là, on travaille l'idée, mais vous n'êtes pas obligé d'être dans la chasse à l'idée la plus originale du monde. C'est surtout votre façon de la traiter qui va être originale. Deuxièmement, on va parler de la trame. Alors la trame du roman, c'est très très important. Alors je parle de trame parce que c'est une façon rapide de dresser un plan, mais ça peut être un plan détaillé. Hein. Donc je parle d'une trame, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas forcément indispensable. Tout dépend de la façon dont on écrit, de la façon dont notre cerveau fonctionne. Hein. Il y a des gens qui peuvent dresser le plan dans leur tête et qui l'ont dans la tête, qui n'ont pas besoin de le mettre sur papier. Ils savent comment les choses vont se dérouler. Mais je pense que le commun des mortels, il a besoin d'avoir une ligne directrice. Et c'est ça, la trame, au moins savoir qu'on part d'un point A pour aller à un point B. Et par quelles étapes on va passer. Même si ce ne sont que les grandes étapes, c'est très très important de prendre ce temps, de se poser et de chercher. Voilà, de chercher et savoir ce qui va se passer après en fait. Donc si c'est une histoire de rencontre, les deux personnages se rencontrent, très bien. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après cette rencontre ? Comment, supposons qu'ils se rencontrent et que ça se passe d'une manière un petit peu explosive, ils se quittent, mais comment vont-ils se retrouver ? À quel moment ? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Et après, il se passe quoi ? En fait, écrire une trame ou même écrire un plan, pour moi, la question principale, c'est se demander qu'est-ce qui se passe après ? Et après, il se passe quoi ? Et après, il se passe quoi ? Et après, vous voyez, c'est ça. C'est l'enchaînement c'est la progression, en fait, la progression de l'histoire, en fait, tout simplement. Hein, c'est après ce passage-là, après cet instant-là, il se passe quoi ensuite ? Il se passe quoi ensuite ? Voilà, donc ça peut être une trame avec juste, on note les éléments, mais ce qui est important là-dedans, c'est que si on a tracé cette trame dans sa tête et si on l'a mise par écrit, ça va nous permettre, même si à certains moments on est un peu bloqué, on ne sait pas trop où on va, dans le processus d'écriture, voilà, dans vraiment le fait de poser les mots et les phrases et les paragraphes, il y a des moments où on est un peu paumé, on ne sait pas trop comment faire avancer l'histoire, mais on sait vers quoi on est en train de faire avancer l'histoire. Ok, donc après ça peut être
Ça peut être vraiment un plan détaillé, hein. Il y a des gens qui font vraiment des plans détaillés avec scène après scène, qu'est-ce qui se passe dans la scène, la posture des personnages, les dialogues, une ébauche de dialogue, enfin voilà, ça peut être hyper précis ou ça peut être vraiment un peu flou. L'essentiel, c'est que vous sachiez où vous voulez aller, parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller au bout, parce que vous savez où vous allez en fait. Ok, donc dans cette partie-là aussi, on peut parler des deux types d'écrivains qu'on distingue. Hein. Donc, on dit qu'il y a l'écrivain architecte, donc celui qui va vraiment faire ce plan hyper détaillé, et puis il y a plus l'écrivain, alors moi j'aime plus l'expression de Stephen King qui parle de déterrer le fossile, hein, l'écrivain paléontologue là, qui déterre le fossile parce qu'il sait qu'il y a un truc qui est là et que il lui suffit de déblayer petit à petit, parfois la terre est souple, parfois elle est dure, parfois il faut gratter, parfois il faut creuser, mais il sait que le fossile est là. Donc il n'a pas toute l'image du fossile, mais il sait que son histoire est là et qu'il doit creuser. Ok, donc voilà, et moi j'aime bien cette histoire d'écrivain paléontologue qui va petit à petit trouver son histoire en s'y attelant et en faisant ce travail qui consiste à creuser pour découvrir le fossile. Donc il y a une part de mystère, il y a une part de surprise, voilà, il y a une part d'étonnement parce que on sait pas exactement ce que vont faire nos personnages, on sait pas exactement où ils vont nous mener, ils ont une marge de manœuvre, en fait ils deviennent et nos personnages de papier pour nous ils deviennent un peu vivants hein, quelque part. Donc moi j'aime bien je préfère la vision paléontologiste, je sais pas si ça se dit ça, à la vision architecte. Je trouve elle me parle plus, elle est plus sympathique. Comme écrivain architecte, moi j'ai travaillé sur le livre d'Elisabeth Georges. Donc j'ai fait des vidéos, une concernant écriture, mémoire d'un métier de Stephen King et une autre concernant le livre d'Elisabeth Georges qui s'appelle Écrire un roman. J'ai plus le titre en tête. Je crois que c'est ça s'apprend. Ouais, je vous mettrai les liens de toute façon, donc si vous voulez vous référer à ça. Et puis après, il y a des gens qui parlent plus d'écrivains jardiniers. Bon, en tout cas, au fil du temps, vous allez voir hein, comment vous fonctionnez. Donc, je pense que soit on est entre les deux, il y a toute une ligne, hein, il y a tout un on peut être l'un, l'autre, entre les deux. Après ça dépend peut-être des fois du récit qu'on écrit, on peut se donner plus de liberté sur certains récits et se faire confiance à son imaginaire, alors que pour d'autres on aura besoin d'être plus construit. Mais voilà, en tout cas moi je vous conseille quand même de mettre en place une trame. Alors, troisième point, la rédaction. Alors, la rédaction proprement dite, hein, rédiger votre texte, hein, rédiger votre roman. Comment vous allez vous y prendre ? Il y a pas mal de choses hein, qui rentrent en jeu là-dedans. Donc, il y a l'écriture proprement dite. Donc, il y a le fait de s'autoriser à se lancer dans l'écriture du roman. Et je pense que dans un premier temps, il faut lutter contre quelque chose qui s'appelle l'autocensure. La peur de ne pas y arriver. Et puis aussi, je dis autocensure, c'est pas vraiment ça, c'est plus le désir de perfection. Voilà, tu veux être parfait dans ce que tu vas écrire tout de suite. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à écrire il y a très 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 longtemps, quand j'étais une ado, en fait, je pensais, je savais pas que les gens, dans ma tête, quand t'écrivais, la première mouture était la bonne en fait. Et comme quand j'écrivais, c'était pas bon tout de suite. Je me disais pas, mais tu peux faire un brouillon ou ça se travaille et tout. Dans ma tête, c'est, si tu n'y arrives pas tout de suite, c'est que tu n'y arriveras jamais. Et c'est pas comme ça que font les écrivains. Donc j'avais pas, je sais pas, j'avais une idée comme ça idéalisée de l'acte d'écrire. Voilà, donc sachez que le premier jet, il va être mauvais en fait.
Voilà, le premier jet, il est mauvais, il est toujours mauvais, et ça fait partie du jeu. Et l'idée de la rédaction, dans un premier temps, c'est quoi? C'est que c'est un marathon d'écriture, et vous devez arriver au bout du marathon. Et moi, je vous déconseille de revenir en arrière systématiquement. Après, je sais qu'il y a des gens qui font pas comme ça, qui réécrivent jusqu'à ce que ce soit parfaitement écrit, et puis après, ils passent à la suite. Bon... Après, il va falloir trouver votre façon de faire. Hein. C'est toujours pareil. Hein. On a beau avoir des conseils, on a beau lire des livres sur le processus d'écriture. Voilà, ça peut aider, ça donne des pistes, ça encourage surtout, ça motive. Mais après, c'est à chacun de trouver sa façon de faire. Mais en tout cas, dans ce processus de rédaction, ce que je pense qui est important, donc pour moi, moi j'écris. Avant de commencer à écrire, je lis ce que j'ai écrit la veille, et puis après, je continue. Je remonte pas plus loin parce que ça sert à rien, quoi. Je perdrais du temps. Donc l'idée, c'est vraiment arriver au bout. Voilà, c'est le marathon. Pour moi, c'est vraiment comparable à courir un marathon, écrire un roman. L'idée, c'est d'arriver jusqu'au bout, aussi difficile que ce soit. Avec toute la souffrance que ça peut impliquer, même si ça fait rigoler, oui, c'est un truc intellectuel, mais n'empêche, c'est un truc intellectuel, mais il y a une souffrance, il y a des doutes, il y a des hésitations, il y a du découragement, il y a du ras-le-bol, il y a le manque de confiance, il y a le syndrome de l'imposteur, vous savez, le truc de se dire, mais qui je suis pour faire ça, je ne suis pas légitime, je n'ai pas le talent de, je ne suis pas capable de, mais pour qui je me prends, enfin voilà, tous ces trucs qui vont venir de toute façon. Pendant que vous écrivez, vous allez avoir tout ça qui va arriver. Donc c'est pour ça que l'idée d'écrire et d'aller jusqu'au bout de ce premier jet sans trop se poser de questions sur le style, sur les fautes d'orthographe, sur les tournures de phrases pourries, c'est pas le mot juste, voilà, donc allez-y, écrivez jusqu'à arriver à la fin du roman. Et à partir de ce moment-là, quand vous aurez vraiment fini d'écrire, là, vous pourrez entrer dans le domaine de la réflexion, de la réécriture. Voilà, donc, première étape, c'est ça, la rédaction du premier jet. S'autoriser à écrire le premier jet sans se censurer, sans se mettre la barre trop haut, sans trop réfléchir. Après les incohérences, vous les verrez, vous inquiétez pas, vous les verrez, vos incohérences, il n'y a pas de souci, ok ? Alors, quatrième chose dont je voulais vous parler, ce sont les recherches. Alors, où situer les recherches ? Où situer les recherches ? Alors, vous pouvez faire vos recherches en amont, vous pouvez faire vos recherches pendant que vous écrivez, vous pouvez aussi faire vos recherches après avoir écrit le premier jet pour venir enrichir le texte si vous avez senti qu'il y avait des choses qui manquaient ou si vous étiez dit à l'avance que vous préférez rédiger et puis après vous ferez vos recherches. Mais en tout cas, ne pas se laisser bloquer par le fait qu'on ne connaisse pas un sujet, hein, si c'est un sujet qu'on a envie d'aborder. Donc, il y a plein de façons de procéder. Hein. Il y a ceux qui vont... voilà, vous pouvez interviewer des gens qui sont dans le domaine que vous souhaitez aborder pour vraiment donner une réalité. Donc aujourd'hui, on n'est plus obligé d'aller dans une bibliothèque et se noyer dans les bouquins pour écrire un roman, quoique des fois ça peut être utile de se référer à du papier. Voilà, on a la méga bibliothèque d'internet avec des accès à des sources tout à fait officielles. Hein. Donc les recherches, vraiment, c'est quelque chose... alors, on peut commencer par faire les recherches, mais j'ai l'impression que se noyer dans les recherches au préalable, ça peut vous donner l'impression que la tâche d'écriture va être trop ardue. Alors que si vous faites les recherches en même temps que vous écrivez, ça donne peut-être un peu plus de fluidité. Je sais pas, j'ai cette impression-là, que faire les recherches pendant, ça peut donner plus de fluidité.
Et puis, après, ça peut être pour donner de l'épaisseur au récit, pour l'étoffer. Je sais pas, c'est vraiment à vous de voir comment... Parce que c'est pas le tout de faire des recherches, c'est aussi pouvoir les inclure de manière fluide, d'une manière qui soit pas barbante dans votre récit. Vous voyez, il faut que ça vienne naturellement. Parce que vous n'allez pas faire des pages et des pages, vous allez décrire, je ne sais pas moi, une théorie de la physique quantique. Voilà, ça risque d'ennuyer votre lecteur. Alors que si vous l'intégrez dans votre récit, si c'est mis en scène, ça va être différent. Donc, des recherches, oui, il faudra en faire si vous avez un sujet particulier à aborder, mais après, il va falloir rendre digeste en fait les recherches dans le cours du récit. Cinquième point, le style. Alors le style, c'est la façon dont un auteur écrit, ce qui fait que on va reconnaître sa patte. Alors est-ce que vous devez travailler sur le style tout de suite ou pas? Alors je ne me positionnerai pas comme experte parce que je ne suis pas experte dans ce domaine-là, je n'ai pas fait d'études littéraires. Ce que je peux en dire, c'est que ça ne doit pas vous bloquer l'idée que vous n'avez pas de style ou que votre style est plat ou je ne sais quoi. Il y a pas mal de gens qui commencent en imitant certains auteurs qu'ils aiment bien, donc ils imitent. Je sais pas, ça peut être vouloir absolument faire des longues phrases, des phrases interminables comme Marcel Proust. Je crois que plus on écrit et plus on trouve sa patte, on trouve son style. Donc, c'est à force de travail, vous trouverez votre manière d'écrire, une manière d'écrire qui vous sera a priori propre. Mais voilà, je pense pas qu'il faille se laisser bloquer par cette histoire de style. Alors, les dialogues, plus il y a de dialogue en général et plus le texte est dynamique. Plus le texte est vivant, plus le texte est attrayant, d'accord ? Donc les dialogues, c'est ce qui met de la vie dans votre texte. C'est ce qui met de la vie, c'est une façon de définir vos personnages, plutôt que de la description. Faire parler vos personnages, c'est dire qui ils sont, c'est leur tic de langage, leur accent éventuellement. Bon, c'est pas toujours évident ça peut être un peu laborieux de faire passer des accents par des dialogues, mais voilà. Donc la façon dont ils s'expriment, est-ce qu'ils ont un langage soutenu, est-ce qu'ils ont un langage moins soutenu, ou voire un langage peu châtié, comment vous allez les faire parler, comment vous allez les faire interagir à travers le dialogue. Le dialogue sert aussi à faire avancer votre histoire, c'est pas uniquement de la communication entre vos personnages, c'est vraiment un outil pour faire avancer l'histoire. On peut être plus ou moins à l'aise avec les dialogues. J'ai fait pas mal de recherches parce que j'ai consacré une vidéo à Maryse Condé qui est décédée récemment et qui, à un moment donné, dans une interview que j'écoutais, disait qu'elle n'était pas à l'aise avec les dialogues. Il y a un autre auteur dont on dit qu'il était très très mal à l'aise avec les dialogues, c'est Lovecraft. Quand on lit ses dialogues, c'est empoulé, c'est pas fluide, il est pas à l'aise. Donc moi j'ai l'impression que si on n'est pas à l'aise avec les dialogues, il vaut mieux passer par de la description qui fait avancer le récit, plutôt que de mettre des dialogues trop lourds, alourdis ou qui sonnent faux. Je trouve compliqué les dialogues. Moi j'admire les auteurs il y a énormément de dialogues, mais effectivement quand il y a du dialogue, ça rend tout de suite le texte, ça donne de la vie immédiatement.
Donc, à vous de voir l'équilibre aussi. Il faut un équilibre entre... J'aime bien quand même quand il y a un équilibre entre la description et les dialogues, plutôt que de longs dialogues qui font un peu penser à une pièce de théâtre. Moi, ça me parle pas trop non plus. Donc, ce qu'il faut pas oublier quand on écrit des dialogues pour un roman, eh bien, c'est justement de dire ce que les gens sont en train de faire pendant qu'ils parlent. De donner du concret en fait, du concret, c'est-à-dire s'il est en train de fumer, de dire qu'il est en train de fumer, ou je sais pas, qu'il grimace ou qu'il se lève, enfin vous voyez, donc donner aussi de la consistance au dialogue, que ce soit pas purement un échange entre les deux personnages, mais que ça dise aussi qu'ils sont pas que dans l'action de parler, qu'ils sont aussi dans le mouvement, dans quelque chose de concret à ce niveau-là. Alors, numéro 7, la taille des paragraphes. Alors, on a tendance à dire que on fait des paragraphes assez courts. On aère, en fait. Si vous lisez des romans, vous regardez, ouvrez un roman que vous avez aimé, et puis regardez comment est disposée la page, comment sont les paragraphes, si ça vous paraît aéré ou pas, et du coup, est-ce que ça vous paraît facile à lire ou pas. Alors, facile à lire, c'est pas péjoratif, mais agréable à lire, vous voyez. Quand il y a la taille des paragraphes, puis il y a la taille des chapitres aussi. Quand, par exemple, les polars, les chapitres sont pas forcément très longs, et puis ça finit sur du suspense. Voilà, donc il y a une espèce de rythme qui est donné par la taille des paragraphes et la taille des chapitres. Et puis, c'est l'idée aussi que le texte soit aéré, parce que quand le texte est compact, des fois on n'a pas forcément envie de lire un texte quand c'est trop compact. Donc il faut penser à ça, parce que comme c'est vous qui allez faire la mise en page, pensez à ça, pensez à la disposition de votre texte sur la page, à l'aspect agréable à lire, c'est-à-dire agréable pour l'œil, facile à lire en fait, mais facile, voilà, c'est pas péjoratif, c'est vraiment pensez à votre lecteur en fait, voilà. Numéro 8, le temps. Alors le temps, c'est un gros morceau par rapport à l'écriture. J'imagine que vous avez une autre activité, une activité salariée ou bien une autre activité professionnelle, et que vous n'êtes pas écrivain à temps plein. Et du coup, si vous avez un projet d'écriture, il va falloir penser à planifier votre temps pour mener à bien ce projet d'écriture. Et planifier son temps, ça peut être extrêmement compliqué parce que il faut s'organiser. Alors il y a des auteurs comme Toni Morrison, qui a été prix Nobel de littérature en 1993, donc qui se levait pendant longtemps, elle se levait à 5 heures du matin pour écrire pendant 1 heure, je crois, avant de partir travailler, parce qu'elle était mère de famille, parce qu'elle avait un emploi salarié, et que c'était le seul moment qu'elle pouvait trouver pour consacrer à l'écriture. Voilà, donc c'est écrire un roman, c'est prendre des résolutions, c'est faire preuve d'autodiscipline, c'est un challenge, c'est dire à ses proches, j'ai décidé d'écrire un roman et j'ai besoin d'avoir un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, peut-être pas tous les jours, tous les 2 jours, tous les jours, tous les 3 jours, j'en sais rien, le week-end, voilà. Mais à vous de voir à quel moment vous pouvez faire ça. Mais c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même, c'est un engagement que vous prenez, c'est de l'autodiscipline, donc c'est vous qui décidez qu'il n'y a personne qui vous attend. A priori, c'est un premier roman, si vous n'avez jamais été publié, si vous n'avez pas eu d'avaloir sur pour votre prochain texte, c'est vous tout seul qui décidez que vous vous embarquez là-dedans. Vous décidez tout seul que vous allez écrire tous les jours de telle heure à telle heure, 15 minutes,
peut-être, voilà, comme je dis souvent, mon premier roman qui s'appelle SOS Flemmard, je l'ai écrit sur 3 années, en prenant 15 minutes chaque jour pour écrire mon roman. Et je suis arrivée à l'écrire au bout de 3 ans. Voilà, j'ai pris cet engagement vis-à-vis de moi-même et je l'ai tenu. Donc c'est vraiment, c'est une décision, et la planification du temps. C'est des trucs qui paraissent chiants à beaucoup de gens, à moins qu'on aime bien ces histoires de planning. Hein. Mais voilà, donc c'est une décision que vous prenez. Consacrer tant de temps à votre projet, vous dire que ce ne sera pas facile, parce que la plupart du temps, c'est pas facile, que ça va vous demander un investissement à la fois... ça va surtout vous demander un investissement personnel hein, et sans garantie de résultat. Hein, jamais de garantie de résultat. Donc, voilà. Vous allez investir du temps sans garantie de résultat, donc forte détermination et forte autodiscipline. Neuvième point, ne pas croire en l'inspiration. Alors, je m'explique. Je ne vous dis pas de ne pas avoir d'inspiration, d'abandonner votre inspiration. Non, c'est pas ça du tout. C'est ne pas compter sur l'inspiration pour faire avancer votre travail d'écriture. Parce que l'inspiration, des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. Des fois, vous aurez ce monsieur Muse dont parle Stephen King qui viendra se poser sur un coin de votre bureau. Hein. Il y aura monsieur Muse qui sera là. Il y aura peut-être votre muse femme qui viendra se poser sur votre épaule. Mais les 3/4 du temps, ça fonctionnera pas comme ça. Ça aura du mal à fonctionner comme ça. C'est-à-dire que on n'attend pas l'inspiration pour se mettre au travail. Parce qu'il y aura des matins, vous vous réveillerez, vous serez super inspiré par votre envie d'écrire. Hein. Vous serez très très inspiré, vous aurez des idées qui viendront et vous vous direz ouais, je sais comment mettre cette scène en place, je sais quoi faire dire à mon personnage, je sais quel paysage je vais décrire, comment je vais le décrire, je sais tout ce que je dois faire. Mais il y a d'autres moments, l'inspiration, elle sera pas trop là. Donc la motivation non plus, on peut associer inspiration et motivation. Ni motivation ni inspiration ne seront là. Mais pourtant, vous avez ce projet, il vous tient à cœur, vous voulez arriver jusqu'au bout. Donc là, c'est là qu'il va falloir plus compter sur l'habitude, sur la détermination, voir ça comme le fait d'aller travailler. Vous allez travailler. Vous savez que vous allez être payé à la fin du mois, vous allez travailler, des fois vous n'avez pas envie d'y aller, vous êtes fatigué, votre patron vous emmerde, vos collègues vous n'avez pas envie de les voir, vous n'avez pas envie de prendre les transports ou la voiture, mais vous y allez quand même, faut pas vous faire d'illusions, il y a cette dimension-là dans le fait d'écrire un roman, il y a des moments où vous ne serez pas motivé, il y a des moments où vous ne vous sentirez pas inspiré, mais ça ne doit pas vous empêcher de vous mettre à votre table. Pendant le temps, vous avez décidé que vous voulez écrire, et puis d'y aller, d'écrire. Des fois, ça va être après coup, vous vous apercevrez que ce que vous avez écrit, c'était pas aussi mauvais que vous l'aviez pensé en le rédigeant. Et puis, des fois, ce sera effectivement pas top, donc peut-être à jeter, à rayer. Mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est ne pas croire que c'est grâce à votre inspiration, à votre motivation que vous allez réussir à aller au bout d'un projet comme ça. Ça va être plus grâce à de la détermination. Ça va être plus grâce à des habitudes que vous allez arriver au bout du projet. Donc, inspiration, très bien. Ça ne peut qu'être bien d'avoir des idées. Motivation, très bien, ça ne peut qu'être bien de se sentir motivé, mais pour les jours où ces trucs-là ne seront pas là, il faudra quand même avancer. Alors, point numéro 10, tenir bon malgré le découragement. Ouais.
Il va falloir tenir bon. Il y a des moments où vous allez être découragé. Il y a des moments où vous en aurez marre. Il y a des moments où les mots ne correspondront pas à ce que vous avez dans la tête. Il y a des moments où vous vous relirez, vous trouvez que c'est tellement nul, tellement mauvais, tellement... où vous aurez envie d'arrêter, vous aurez envie de laisser tomber. Vous n'aurez pas confiance en vous, vous vous comparerez à je ne sais qui, l'auteur, votre auteur préféré, ou même un auteur que vous n'aimez pas du tout, et vous vous direz putain mais il fait tellement mieux que moi, même lui, moi je suis nulle. Voilà, donc je parlais du syndrome de l'imposteur tout à l'heure, ben voilà, le syndrome de l'imposteur qui rapplique à fond, et puis le sens, à quoi ça sert, est-ce que j'aurai des lecteurs, est-ce que je vais arriver à intéresser des gens, enfin voilà, tous les doutes que vous pouvez imaginer, ben, ils arriveront à un moment ou à un autre. Et à un moment ou à un autre, vous serez découragé. Si vous écrivez le matin, ben, vous vous direz non, je reste au lit. Votre petit quart d'heure d'écriture, un quart d'heure, c'est rien, mais vous n'arriverez pas à le caser parce que, en fait, c'est parce que vous voulez pas vous confronter à l'échec. Hein. C'est ça aussi, hein, c'est qu'on a peur de l'échec. C'est-à-dire, on préfère éviter de faire le truc pour ne pas être confronté à l'absence de réussite quelque part. Après, à chacun de définir ce que c'est pour lui la réussite et ce que c'est pour lui l'échec. Hein. Tout est relatif. Donc, si vraiment votre objectif, c'est d'écrire un roman, eh ben, vous dépasserez cette étape-là de découragement. Enfin, c'est pas une étape, hein, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Parce que c'est un... Bon, évidemment, hein, il y a des gens qui écrivent des bouquins extrêmement rapidement. Le champion du monde dans ce domaine, c'est un Brésilien. C'est un Brésilien qui est capable d'écrire un bouquin en quelques jours. Hein. Et il y avait aussi Georges Simenon, hein, qui était réputé pour ça, qui écrivait très 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 rapidement. C'est possible aussi hein, de bloquer, plutôt que de se dire je vais écrire petit à petit 15 minutes par 15 minutes, ben, de bloquer une semaine, enfin un mois de vacances et pendant un mois ben, vous allez faire que ça. C'est possible aussi, hein. Mais dans tous les cas, voilà, si vous êtes... il faut vous attendre à ce que le doute arrive, il faut vous attendre à ce que le découragement arrive, il faut vous attendre à devoir lutter contre ça. Hein. C'est comme si vous aviez... c'est toujours pareil, hein. On a notre sparring partner qui est nous confiant et nous en face plein de doutes, qui va nous ressasser tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, toutes nos incapacités, tous nos échecs, voilà, alors que tout échec, entre guillemets, apporte quelque chose. Donc, tenez bon malgré le découragement. Onzième point. Alors, on est arrivé au bout. Hein, je suppose que vous êtes arrivé au bout de votre premier jet, que vous avez couru le marathon, qui vous a permis d'arriver à la fin de votre premier jet. Donc, bravo, chapeau. Vous pouvez vous féliciter, vous pouvez ouvrir la bouteille de champagne, vous pouvez vous offrir un truc dont vous aviez envie depuis des mois, voire des années. Hein, c'est un exploit. Bravo, bravo, bravo. Donc, à ce stade-là, c'est bien de laisser reposer. Laissez reposer le texte, ne pas le reprendre tout de suite. Laissez reposer, alors à vous de voir, 15 jours, un mois. Moi j'aime bien le délai de 6 semaines, bon, je sais pas. Laissez reposer, quoi, parce que vous en avez plein la tête, vous en avez plein les yeux, donc il faudra arriver à prendre un peu de distance et de laisser reposer la patte, là, et puis vous allez y revenir tranquillement. Mais dans un premier temps, marquez une coupure pour que quand vous reprendrez le texte, vous ayez un œil neuf dessus. Alors, 12e, on reprend le texte, hein, on est dans la relecture, voilà, et on va redécouvrir son texte après l'avoir laissé reposer un peu. Et là, écoutez, vous allez peut-être être malheureux. Vous allez peut-être être malheureux parce que vous relisez et puis vous voyez que
Aïe, 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 toutes ces phrases télégraphiques, ces tournures moches, manque de cohérence parfois. Mais pourquoi le personnage que j'avais mis dans tel chapitre, il a disparu, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi je dis ça à un moment donné alors que ça n'a pas de lien avec le reste, mais pourquoi elle dit ça alors que j'avais dit que c'était une super badass et là elle se conduit comme une nana qui a pas du tout de courage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous allez trouver plein de choses comme ça, mais c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Et donc, à partir de là, vous allez faire votre première relecture de votre texte. Donc, il y a moi, j'avais lu le conseil de relire une première fois sans rien toucher, en fait, juste pour s'imprégner, en fait, de ce qu'on a déjà écrit. Donc, faire une relecture totale sans rien toucher, laisser les choses un peu se préciser dans notre tête, en fait, c'est-à-dire tu relis et tu te dis là ça va pas, tel truc va pas, enfin tu te fais une espèce d'image, une espèce de carte mentale de ton texte, sans t'en rendre compte, hein, simplement en lisant comme ça. Voilà, c'est l'idée de ne pas s'arrêter et de ne pas commencer à faire des corrections tout de suite, mais de vraiment tout relire pour avoir une idée globale du texte et de ce qui va pas ou de ce qui va, parce que on peut aussi être charmé, être content quand on se relit, on se dit c'est moi qui ai écrit ça, c'est pas mal. Bon, il y a des trucs qui vont pas, effectivement. Oui, effectivement, il faut retravailler ça et là, mais globalement, on peut être aussi content, hein, du travail que l'on a accompli, et c'est souvent le cas. Je veux dire, autant il peut y avoir des moments un peu bancals, mais il y aura forcément des moments qu'on trouvera sympa, où on s'est pas mal débrouillé. Donc voilà, moi je vous conseille de faire une première relecture sans toucher à rien, pour vraiment avoir une idée globale de ce que vous avez écrit. Et puis après, voilà, donc moi je fais toujours 10 relectures dans cette phase-là. Voilà, donc à chaque fois, je relis, je fais mes corrections, voilà. Quand j'ai fini mes relectures, mes 10 relectures, je laisse reposer une nouvelle fois. Donc là, je laisse 6 semaines. Je sais plus pourquoi je laisse 6 semaines. Je sais plus, j'avais lu un truc sur les 6 semaines, je me rappelle plus exactement ce que c'était. Et au bout des 6 semaines, je reprends mon texte. Et de nouveau, alors cette fois, comme les 10 premières relectures, je les fais sur l'ordinateur, sur le traitement de texte. Mais les 10 relectures suivantes, j'aime bien imprimer le texte et cette fois travailler sur le texte imprimé, en fait. Voilà, je trouve ça plus agréable. C'est une autre façon d'approcher le texte, c'est différent. Et puis surtout, dans cette deuxième phase de relecture, je relis à haute voix. Donc le plus possible, hein, je dis pas que les 10 fois je relis totalement à haute voix, mais j'essaie de lire le plus possible à haute voix. Autant les 10 premières relectures, je relis pas à haute voix systématiquement, enfin de temps en temps, mais vraiment les relectures suivantes, je relis à haute voix, parce que quand on lit à haute voix, on entend les répétitions, on entend la musique, on entend la musique de nos mots, en fait. C'est pas pareil, quoi. Et puis on entend les incohérences, on entend ce qui va pas, en fait. Quand on relit à haute voix, on entend ce qui va pas. Et puis aussi pour la ponctuation, ça aide. Il y a des choses qui vont plus nous sauter aux oreilles quand on lit, que quand on lit à haute voix, que quand on fait que lire sans parler, enfin ouais. Donc moi je vous conseille vivement de faire ça, lire à haute voix votre texte quand vous êtes dans cette deuxième étape, pour vous en imprégner différemment, pour l'entendre et le comprendre aussi, parce qu'on ne le comprend plus de la même façon quand on le lit à haute voix. Je sais pas, il y a un truc qui se joue, on est plus distancié, peut-être on est plus aussi peut-être en même temps dans une forme de réflexion par rapport à ce qu'on a écrit. La correction. Alors,
il n'y a pas de questionnement à se poser là-dessus, hein. Vous devez faire corriger votre texte. Vous devez faire corriger votre texte. Vous devez investir de l'argent là-dedans. Autant vous n'investirez pas d'argent dans... Autant investir de l'argent dans une couverture, si vous n'avez pas les sous pour, c'est pas grave, faites une couverture de fortune. Ou si vous avez quelqu'un parmi vos proches qui s'y connaît un peu en graphisme, demandez-lui de l'aide. Voilà. Autant si vous n'avez pas de fric... que je comprends que vous ne puissiez pas investir dans les services d'un graphiste, hein, malgré tout ce qu'on dit sur oui, l'importance d'avoir une belle couverture et tout. Oui, c'est bien, c'est toujours mieux d'avoir une belle couverture, effectivement, mais vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la correction de votre texte par un professionnel, quelqu'un que vous rémunérez, parce que moi j'ai vu des gens qui payaient pas d'autres personnes pour faire corriger leur texte, mais non, faut que ce soit fait par un pro, en fait. Faut que ce soit fait par un professionnel. Faut y mettre les moyens. Mettez-y les moyens. Effectivement, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas donné, hein, mais je pense que c'est une marque de respect envers votre travail, c'est une marque de respect surtout envers votre lecteur, parce qu'autant on peut vous pardonner une couverture pourrie ou même une couverture blanche, bon, c'est pas... Enfin, c'est pas grave, hein, à la limite, mais autant on ne peut pas vous pardonner de ne pas avoir fait corriger votre texte, de ne pas avoir eu cette politesse, hein, c'est tout simplement de la politesse envers votre lecteur, voilà, il y aura toujours des coquilles qui traîneront, évidemment, même dans les livres qui sont édités par les grands éditeurs, il y a des coquilles, hein, il faudrait pouvoir avoir recours au service de 2, 3 correcteurs, et puis voilà, donc il y a le correcteur, effectivement, sur l'ordinateur, hein, le correcteur que vous pouvez utiliser, mais ça remplace pas un correcteur vivant, une personne qui connaît, qui maîtrise très bien la langue française, ses subtilités, voilà, qui va avoir un regard particulier sur vos écrits. Donc là, je parle vraiment de correction, hein, je parle pas de quelqu'un qui est critique, hein, c'est pas critique littéraire, là, je parle vraiment de la pure correction du texte. Voilà, la syntaxe, la grammaire, l'orthographe, voilà, je parle de ça, ok ? Les bêta-lecteurs. Alors, est-ce que vous allez utiliser des bêta-lecteurs ? Il est conseillé d'utiliser des bêta-lecteurs, hein, trouver des gens qui vont lire votre texte en amont, qui vont vous donner un avis, qui justement, là, ça va être un avis plus sur l'histoire, sur le déroulé de l'histoire, sur le scénario, sur l'enchaînement, sur la cohérence. Alors, je vais vous avouer un truc, je vais vous avouer quelque chose, je n'ai jamais utilisé de bêta-lecteur. C'est pas de la prétention, hein, c'est juste, j'ai pas utilisé de bêta-lecteur parce que je sais pas, j'ai pas sollicité de personnes pour qu'elles lisent mes bouquins en amont et qu'elles me disent ce qu'elles en pensaient et tout. Je sais pas, pour moi j'avais passé tellement de temps dessus, j'avais fait corriger par un correcteur professionnel et je me suis dit bon allez on y va et puis basta quoi. Et puis après les avis je les avais après en fait. Et puis de toute façon en auto-édition, s'il y a quelque chose qui va pas, on peut changer après, on a la main tout le temps sur ce qu'on a produit, donc après, s'il y a des modifications à faire, on peut les faire après en fait. Donc c'est pour ça que je me suis jamais inquiétée de cette histoire de bêta lecteur, à tort ou à raison, je sais pas. Alors faites comme vous voulez. Si c'est important pour vous de trouver des bêta lecteurs et d'avoir plutôt des gens qui vous donnent leur avis en amont plutôt que en aval, allez-y. Alors, la couverture, comme je disais tout à l'heure, la couverture, eh bien, effectivement, si vous voulez faire bien les choses, vous trouvez un graphiste. Alors, le problème pour moi, c'est que quand on veut faire une couverture, faire une couverture par un graphiste, c'est bien d'avoir une idée de ce qu'on veut. Et moi, je ne sais jamais ce que je veux. Donc, j'ai travaillé avec un graphiste qui s'appelle David Forest. J'avais fait, du temps où j'avais un blog, j'en avais parlé sur mon blog, mais bon, j'ai plus de blog. Bon, bref. Donc, lui, il avait une façon particulière de travailler qui était qu'on lui disait...
On lui donnait des mots-clés par rapport à son livre. On trouvait des couvertures de livres sur Amazon qui correspondaient un peu à ce qu'on voulait. Puis après, il bidouillait, il faisait des couvertures. Il proposait 3 choix. Moi, le problème, c'est ça, c'est que j'ai pas d'idée de ce que je veux. C'est très très compliqué. Je crois que à ce niveau-là, je suis pas visuelle, quoi. Je sais pas. C'est compliqué, je trouve, d'avoir recours à un graphiste. En même temps, il y a ce côté, quand on s'auto-édite, le côté do-it-yourself. Alors, il y a des gens qui s'en sortent très très bien. Moi, je connaissais des auteurs qui s'en sortaient très bien, qui faisaient des super couvertures tout seuls. Moi, j'ai essayé de faire des couvertures... c'était pas top, hein, j'avoue, vraiment, enfin j'avoue, c'est même pas j'avoue, c'est une évidence, hein, c'était pas top du tout. J'ai recommencé un peu à bidouiller mes couvertures parce que j'ai compris comment fonctionnait Canva, donc j'ai commencé à bidouiller des couvertures. Je peux pas dire que je sois totalement satisfaite du travail avec un graphiste, mais c'est aussi parce que je ne sais pas ce que je veux, et en même temps ce qu'il me propose, ça me convient pas totalement. Je dis oui un peu par défaut parce que je me dis bon bah c'est pro, c'est bien, mais en même temps ça correspond pas exactement à ce dont j'ai envie. Enfin ça fait pas tilt, ça fait pas waouh, je suis contente d'avoir cette couverture pour mon livre. Je sais pas. Donc à vous de voir. Si vous avez en même temps que vous écrivez une idée de la couverture qui pourrait aller avec votre livre, Mazel Tov, quoi, super, c'est génial. C'est vraiment génial. Donc après il faut voir, j'avoue que je suis plus du tout je cherche plus trop de graphistes, je sais pas trop ce que ça devient à ce niveau-là, au niveau de l'auto-édition, parce qu'effectivement c'est un marché sympa aussi pour les graphistes. Donc à vous de voir, est-ce que vous allez payer un graphiste, est-ce que vous allez vous lancer plutôt dans la création d'une couverture. Comme je vous dis, ce qui est bien dans l'auto-édition, c'est qu'après on peut changer, hein, on peut modifier, on peut refaire, on peut voilà, si la couverture vous la trouvez moche finalement, ou si vous rencontrez quelqu'un qui peut vous aider au final à faire votre couverture, ou bien si vous avez plus d'argent et que vous pouvez vous permettre de payer un graphiste, vous changerez la couverture à ce moment-là. Ok, voilà pour la couverture. Il y a une étape qu'il ne faut pas oublier quand on s'auto-édite, c'est le dépôt légal. Quand vous avez fini votre bouquin, quand tout est OK, il ne faut pas oublier de déclarer votre bouquin à la BNF. Donc il faudra envoyer un exemplaire à la BNF. Voilà, il suffit d'aller sur leur site, il y a une partie qui est consacrée au dépôt de documents. Et donc sur le site, vous verrez, il y a un document à remplir, il faut l'imprimer, et puis vous envoyez votre bouquin en version papier donc à la BNF. Surtout ne pas oublier, le dépôt légal est obligatoire. La promotion. Alors la promotion, c'est un gros morceau. Si, évidemment, vous avez envie de vendre votre livre. Donc la promotion, l'idéal, c'est de la faire quand vous commencez à écrire votre bouquin, c'est vrai. Si vous avez une audience, parlez de votre livre, parlez de votre travail d'écriture. Vous pouvez faire du pas à pas. Enfin, voilà. Après, c'est une question c'est du marketing. C'est du marketing. Alors, on est plus ou moins à l'aise quand on fait du marketing. Quand on a un tempérament artiste, c'est pas forcément évident de faire du marketing. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire suivre au pas à pas par votre audience. Donc parler de ce qui vous a inspiré, pourquoi vous écrivez ce livre, comment ça avance, quelles sont vos difficultés, quelles sont vos joies, voilà, en faisant des vidéos ou en mettant des articles sur votre site, en faisant des vlogs, voilà, il y a des articles, il y a des écrivains qui font des vlogs, voilà, donc la promotion, c'est avant, pendant, et évidemment après, vous pouvez faire un lancement aussi,
par une prévente, proposer la prévente. On peut faire ça via la plateforme Amazon, on peut proposer la prévente du livre. La partie publication proprement dite, hein, donc moi comme je vous l'ai dit, j'utilise la plateforme Amazon et il y a plein de plateformes hein, d'auto-édition. Donc je vous invite à faire une recherche hein, et puis si vous avez des auto-édités autour de vous, il y a plein de groupes hein, sur Facebook, il y a plein de groupes, il y a des auteurs aussi que vous trouverez sur YouTube. Donc il y en a une qui est très qui est super, hein, qui cartonne, qui s'appelle Christelle Lebailly, qui fait des super vidéos. Donc je vous mettrai le lien vers la chaîne de Christelle qui est hyper pro. Ouais, j'ai honte quand je vois ce qu'elle fait, c'est super. Non, c'est génial. Donc je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Mais donc la plateforme Amazon, ça c'est Kindle, c'est KDP, hein, Kindle Direct Publishing. Et sur cette chaîne, donc vous pouvez, sur ce site, hein, vous pouvez créer, gérer, publier vos ouvrages. Moi, je trouve que c'est quand même assez facile d'accès, franchement. Donc vous vous inscrivez hein, sur KDP. Et puis, quand vous arrivez sur la page, vous avez un onglet qui vous invite à créer. Donc, il va falloir rentrer les infos concernant votre livre, donc votre nom d'auteur, le titre, le résumé, la couverture, votre texte donc en version PDF, hein, il me semble. Après, eh bien, donc avant, évidemment, il faudra faire la mise en page, hein, parce que vous n'échapperez pas à cette partie mise en page de votre texte. Il faudra choisir un format, le format du livre, voir ce qui convient le mieux. Il faudra définir un prix. Donc la couverture, si vous prenez un graphiste, le graphiste, il peut vous faire aussi bien le recto que la tranche et le verso, donc il faut voir. Après, il y a des couvertures qui sont intégrées aussi sur Amazon KDP auxquelles que vous pouvez utiliser. Donc après, c'est des trucs basiques, c'est pas super joli, mais bon, voilà, si vraiment la couverture ça pose problème, vous pouvez utiliser les modèles proposés par KDP. Vous pouvez après, il faudra choisir le prix. Donc vous avez le choix par rapport aux royalties que vous voulez avoir. Donc je crois que c'est entre 30% et 70%. Est-ce que je dis pas de bêtises? Je vous trouverai je vais regarder si je trouve un tuto hein, là-dessus. Donc voilà, donc choisir les royalties que vous voulez percevoir, et puis voilà quoi. Après très rapidement le livre se retrouve sur la plateforme et puis à vous de jouer au niveau de la promo. C'est pas très compliqué hein, franchement. Je pense que ouais, c'est un coup à prendre en fait. Bon après on se bagarre avec un peu avec la mise en page, avec tout ce qui est page blanche. Bon, ça c'est plus quand vous allez travailler votre texte sur le traitement de texte. Bon, il y a des petits trucs, mais en faisant des recherches sur Google, vous trouvez quand même assez facilement comment procéder. Voilà, donc c'est plus une question de patience, hein, de patience et de curiosité. Après, on peut aussi avoir recours au service de quelqu'un, hein, si vraiment on n'y arrive pas et si on a les sous pour ça, on peut aussi faire appel au service de quelqu'un pour nous aider pour la mise en page. Parce qu'il y a des plateformes aussi qui font ça. Hein, alors, à l'époque, il y avait Librinova qui faisait ça, puis il y a d'autres plateformes. Moi, comme j'ai pris l'habitude... Moi, j'étais assez déçue. J'avais un peu travaillé avec Librinova, mais j'étais un peu déçue parce que j'aime pas perdre la main, en fait. J'aime bien avoir à garder la main sur ce que je fais. Et puis, voilà, même si des fois, c'est un peu maladroit ce que je fais, j'aime bien garder la main. Je suis comme ça. Ok, bon
ben, je vais m'arrêter là. Hein. Je crois que je vous ai dit quand même pas mal de... Je vous ai donné quand même pas mal d'infos intéressantes, je pense. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je ne vous garantis pas que je pourrai répondre à tout, mais vous pouvez me poser des questions. Voilà, je verrai si je peux vous trouver la réponse ou au moins vous orienter, vous guider vers la réponse au bout du chemin. Et donc, pour terminer, bah, la question c'est, et vous, où est-ce que vous en êtes? Où en êtes-vous de l'écriture de votre roman? À quelle étape en êtes-vous? Est-ce que vous avez réussi à trouver, non pas la motivation, mais à mettre en place tout ce travail d'autodiscipline pour vous lancer dans cette belle aventure qui est l'écriture d'un roman? Bah, j'espère que vous me laisserez des commentaires, que vous me direz où est-ce que vous en êtes. Voilà, j'espère que ce partage vous aura été extrêmement utile. J'espère que bah, vous me ferez des retours, que vous me direz hein, ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite... Je vous souhaite d'arriver au bout de votre roman. Je vous souhaite de vous faire ce plaisir, cet honneur, ce bonheur. Je vous souhaite de... Ouais, ça fait tellement... On est tellement content quand on a réussi à écrire son premier roman. Ça fait tellement plaisir, en fait. C'est tellement jouissif. Hein. C'est un côté extrêmement jouissif. C'est joyeux, quoi. Ouais, ça apporte une grande satisfaction. Ouais, ça apporte une satisfaction. Je trouve pas d'autres mots. C'est gratifiant. C'est gratifiant. L'auto-édition, je trouve que c'est extrêmement gratifiant. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment de belles heures d'écriture. Voilà, je vous souhaite de pouvoir tenir bientôt votre roman entre vos mains et puis de le partager avec ceux avec qui vous avez envie de le partager, de faire une belle promotion et puis peut-être d'avoir une merveilleuse surprise, à savoir un succès, un beau succès, un énorme succès. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.